Bonjour à tous. Nous accueillons Philippe Archinard, qui est le président de Transgène. Donc, Transgène, c'est une société de biotechnologie qui est en bourse depuis longtemps, depuis 98. 98, donc ça fait, ouais. Qui a été créée en 79 et qui est contrôlée par l'Institut Mérieux. C'est un spécialiste des vaccins thérapeutiques. Donc, ce ne sont pas des vaccins préventifs, mais thérapeutiques, et aussi des virus oncolytiques. Alors, la première question, ça va être de comprendre, en fait, que fait Transgène sur ces produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ces produits? Oui. Bonjour à tous. Oui, en fait, Transgène est le pionnier peut-être des approches d'immunothérapie active. On travaille, notre base technologique, c'est notre savoir-faire sur la modification génétique des virus. Et donc, on utilise des virus modifiés génétiquement afin d'une certaine manière, directement ou indirectement, stimuler les défenses immunitaires des patients. Et on fait ça depuis maintenant 2005. Bien avant que l'immunothérapie soit un peu à la mode dans le traitement des cancers. On a été, à ce titre-là, précurseur. Alors, depuis 2 ans, vous avez opéré un peu un virage stratégique. Vous êtes repositionné sur l'immuno-oncologie, mais en combinaison donc, avec les produits vedettes des leaders du secteur, les grands laboratoires américains notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cette nouvelle stratégie ? Oui, en fait, on était dans l'immuno-oncologie avant, mais sont arrivés sur le marché depuis maintenant 3-4 ans dans le domaine du traitement des tumeurs solides, une nouvelle classe thérapeutique, des anticorps monoclonaux contre des cibles comme PD1, PDL1 ou CTLA4, qui ont vraiment fait bouger les lignes et qui petit à petit deviennent les traitements standards pour pratiquement tous les traitements dans les tumeurs solides et bousculent un peu la génération de chimiothérapie préexistante. Et donc du coup, comme en oncologie, pratiquement aucun traitement en monothérapie est suffisamment efficace, c'est presque toujours une affaire de combinaison de thérapie pour augmenter les taux de réponse et la durée des réponses. Transgène, naturellement, a vu la nécessité de combiner ses propres produits avec cette nouvelle génération d'anticorps dits bloqueurs de points de contrôle immunitaire. Alors il se trouve que dans l'univers des combinaisons possibles, on a quelque part un peu la chance d'avoir des approches qui sont intrinsèquement, éminemment complémentaires et synergiques de ces bloqueurs de points de contrôle immunitaire. Et donc, du coup, toutes nos études cliniques, et on en a 5 ou 6 en cours aujourd'hui, font l'objet d'une combinaison entre ces anticorps monoclonaux et nos vaccins ou nos virus oncolytiques. Et donc, on est assez confiant que ces combinaisons qui n'amènent pas d'effets secondaires particuliers verront une efficacité augmentée pour les patients. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos principaux produits? Je crois qu'il y en a 2 grands qui sont TG4010 et Pexavec, et un troisième. Quelles sont leurs indications et à quel horizon on pourrait avoir des résultats d'avancée des développements? Alors on a 5 produits qui sont en études cliniques, principalement dans le domaine du traitement des tumeurs solides. On a un projet pour lequel on a communiqué des résultats il n'y a pas plus tard que 10 jours à une grande conférence médicale sur le traitement des maladies du foie, donc un produit qui cible le traitement des patients atteints d'hépatite B. Sinon, sur les 4 autres produits qui sont dans l'oncologie, on cible des grosses indications, si je puis dire, des besoins médicaux insatisfaits très larges, avec TG4010 dans le cancer du poumon, qui est en volume l'indication la plus large, le besoin médical insatisfait le plus important. On a un produit qui s'appelle TG4001 qui traite des cancers causés par le virus du papillome humain, des cancers HPV positifs. Là, on parle des cancers de l'oropharynx ou cancer du col de l'utérus. Là, on a une population qui est de l'ordre d'une 50 000 patients en cible. Et puis, on a un virus oncolytique qui, lui, traite le cancer du foie avancé. Donc, c'est une indication qui est encore un peu plus petite. On parle de 25 à 30 000 patients en Europe. Et tous ces produits sont testés en combinaison, effectivement, avec un anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1.
Et la plupart de ces études se font sous l'auspice d'une collaboration clinique avec soit Bristol Myers Squibb, soit Merck Serono, donc des gros acteurs de la pharma. Et on peut s'attendre. Pardon ? Ah oui, bien sûr, oui, toujours. En France, en Europe et aux États-Unis, la plupart de nos études sont multicentriques, donc plusieurs sites, et sauf exception internationale. On n'approvisionne pas d'hôpital, on fait des études cliniques, donc on n'est pas encore, on n'a pas de produits encore commercialisés malheureusement, mais effectivement on a des études cliniques à la PHP ou à Curie, demain à Gustave Roussy, donc dans les grands centres anticancéreux. Et justement, les prochains résultats de vos essais, c'est à quel horizon on pourra savoir s'ils sont efficaces? Donc comme je le disais, on vient de communiquer les résultats de l'hépatite B, du produit 1050 qui vise à traiter des patients atteints d'hépatite B chronique. Et sur les 4 produits en oncologie, on aura des résultats importants à partir du milieu de l'année prochaine, donc deuxième semestre de 2019. Et en termes de stratégie, pour l'instant, vous avez des accords de recherche, mais est-ce que vous pourriez, dans un second temps, nouer des partenariats avec ces grands laboratoires sur vos produits en combinaison ? C'est clairement l'objectif. Ces accords de collaboration clinique sont une première étape, mais l'objectif final, c'est bien effectivement de trouver un accord de licence avec ces pharmas, et cet accord sera soumis à la publication des résultats et effectivement, si les résultats sont à la hauteur de nos espoirs, la capacité de matérialiser ces données sous forme d'accord de licence, puisque c'est notre business model. Donc il faut attendre second semestre 2019. Déjà, vous pourriez engager des discussions Alors oui et non. Les accords principaux avec un scope géographique large, oui. Par contre, on a montré, puisqu'on a déjà vendu les droits commerciaux de 2 de nos produits pour la Chine lors de l'été dernier, pour un accord qui valorisait ces 2 produits à 48 millions de dollars. Et on a d'autres discussions en cours pour éventuellement donner des droits géographiques, principalement en Asie, parce qu'on estime qu'effectivement, c'est des marchés qui sont mieux appréhendés par des acteurs locaux que par les grands acteurs de la pharma internationale. Les acteurs locaux qui ont maintenant des capacités humaines, des compétences et des capacités financières qui sont tout à fait compétitives à l'échelon mondial. Et donc, une des stratégies, et ça se produira à un horizon plus court, est de trouver des partenaires pour la Chine, notamment, pour l'ensemble de nos produits. Donc, 2 sont déjà partenariés. Il en reste encore 2. Et sinon, au-delà des produits qui sont donc en essai clinique, donc qui ne sont pas encore sur le marché, vous avez développé des plateformes d'immunothérapie individualisée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de ces plateformes? À quoi vont-elles servir? Alors, effectivement, au-delà des produits qui sont déjà en développement clinique, déjà sur des études cliniques sur des patients, on a, pour la plateforme vaccin comme pour la plateforme de virus oncolytique, des programmes de recherche de nouvelle génération, donc qui devraient nous permettre de franchir encore un cap en termes d'efficacité chez les patients. Donc des virus oncolytiques avec des armements plus sophistiqués qui devraient nous permettre de mieux moduler le micro-environnement tumoral et à ce titre être plus efficace. Et puis dans le domaine des vaccins, on capitalise sur les progrès récents des techniques de séquençage, aussi bien que des techniques d'intelligence artificielle, pour déterminer pour un patient donné les critères ou les marqueurs spécifiques de sa tumeur. Parce qu'en fait, chaque patient a une tumeur qui lui est propre. Et on s'aperçoit jusqu'à maintenant, on traite des populations de patients, mais qu'en fait, chaque cancer est unique. Et l'idée qu'on a, on n'est pas les seuls à l'avoir, mais on est vraiment sur le front de science, c'est de conjuguer ces nouvelles techniques de séquençage du génome et d'intelligence artificielle, parce qu'il faut des capacités de calcul et une intelligence tout à fait particulière, afin que pour chaque patient, on détermine les marqueurs propres de son cancer et qu'on construise un vaccin spécifiquement basé sur ces marqueurs.
Et donc, à ce titre, on espère avoir une réponse plus forte, une réponse plus durable et entraîner un bénéfice clinique plus important pour le patient. Alors, ça paraît comme ça simple à dire, mais à faire, c'est un peu plus compliqué. Ça a demandé qu'on s'entoure d'un réseau de partenaires. On a annoncé NEC, donc le géant japonais de l'électronique, qui travaille avec nous, qui va cofinancer 2 études cliniques l'an prochain avec nous. On a effectivement d'autres partenaires. En interne, ça a nécessité qu'on change complètement la façon dont on abordait la fabrication d'un vaccin, parce que typiquement, c'est un cycle qui prend 1 an, 12 mois à 15 mois. Et là, on a 3-4 mois maximum pour partir de la séquence du patient jusqu'au traitement du vaccin personnalisé. Donc, il a fallu révolutionner un peu nos méthodes de fabrication, et on a d'ailleurs développé un outil de production dédié à ces approches qui nous permet de réduire le temps de cycle et réduire aussi les coûts, puisque chaque produit, chaque vaccin cible un seul patient. Donc il faut qu'on trouve des économies d'échelle. Alors j'ai peut-être une dernière question, parce qu'il reste plus longtemps, qui a trait un peu à la valorisation de transgènes, puisque un de vos produits phares, qui est le Pexavec, vous en partagez les droits avec une société coréenne qui capitalise près de 5 milliards. Transgène capitalise 200 millions. Alors est-ce que cette société est plus avancée? Comment expliquez-vous cette différence de valorisation? La société n'est pas plus avancée parce qu'il n'y a qu'un produit dont on se partage les développements sur le plan mondial. Donc c'est un produit. Il se trouve que Silagène, à contrario de Transgène, n'a qu'un seul produit, donc que cette virus oncolytique Pexavec. Donc il n'y a pas de raison rationnelle et objective pour expliquer un delta de valorisation avec un produit. Donc effectivement, peut-être que nous devrions être cotés sur le Nasdaq coréen plutôt que sur Euronext. C'est la seule conclusion que je peux tirer de cette asymétrie, parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à ce delta. Je dis pas que enfin, la vérité est entre les deux. Voilà, c'est pas. Il y a de la marge. Je crois que monsieur voulait absolument poser une petite question. Oui. Je voudrais vous demander si vous vous inquiétiez, quand vous entreprenez un traitement, de quel moment s'est passé et quelle durée avant que vous interveniez. Autrement dit, est-ce que c'est une découverte immédiate ou bien ça remonte à un certain temps? Car à mon avis, je l'ai vécu, un cancer est toujours une urgence. C'est en jours, peut-être même en heures. J'ai perdu ma première femme qui a fait un cancer du côlon. Bon, il a fallu ensuite enlever le rectum, mettre une poche sur le ventre. Ça a gagné la vessie, qui était la plus proche. Et il a fallu brancher les 2 reins ensemble pour aller mettre une poche de l'autre côté. 2 ans de chirurgie pour mourir. Ma deuxième femme, alors elle avait un grain de beauté dans le dos. Monsieur. Mais c'est pour vous montrer. Non, mais monsieur, un grain de beauté dans le dos. Je lui ai dit tout de suite, rendez-vous ailleurs. Non, on va voir tout de suite un proctologue. Et quand j'ai vu sa tête, j'ai compris qu'on était déjà arrivé un peu juste. Non, mais effectivement, on l'a opérée immédiatement et elle est toujours vivante aujourd'hui. Le décès de la première a sauvé la seconde. La proximité, la rapidité conditionne le résultat. Et quand vous faites des essais avec phase 2, phase 3, vous savez, il serait intéressant de savoir à quel point en était le malade quand vous l'avez pris en traitement. Effectivement, c'est une très bonne question et on compatit à votre situation personnelle, évidemment. On est dans des domaines thérapeutiques qui sont effectivement, où on côtoie des situations dramatiques tous les jours. Quand on fait une étude clinique, par définition, on a des critères d'inclusion, c'est-à-dire pour que les cliniciens mettent des patients dans une étude clinique, ces patients sont classifiés et sont tous synchrones au sens où ils ont tous la même pathologie au même stade d'avancement. Et c'est sur cette population que l'on teste ces médicaments. Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs types de traitements pour différents stades de la maladie, mais pour un traitement donné, on cible des patients qui sont au même stade d'avancement de la pathologie. Tout à fait. C'est la prochaine. Oui, restez.
C'est variable. Dans le domaine du cancer du poumon, on traite des patients qui sont au stade 4, au stade métastatique, en première ligne de traitement. Donc ils sont diagnostiqués comme ayant une tumeur métastasée. Ils n'ont pas reçu d'autres lignes de thérapie à ce stade et nous les traitons. Donc ça, c'est le cancer du poumon. Dans le cancer tête et coude HPV positif, on intervient plus tard. C'est des patients qui sont déjà à un stade avancé, qui ont progressé après la radiochimiothérapie. Et on arrive en deuxième ligne de traitement avec le vaccin en combinaison avec un anticorps anti-PD1. Dans le cancer du foie, c'est aussi la première ligne de traitement du cancer du foie avancé, mais ces patients ont eu des tas de lignes de traitement à des stades encore locaux régionaux. Donc chaque indication, en fait, est particulière.